Bonsoir. Nous sommes donc les Amis du Monde Diplomatique, le groupe des Amis du Monde Diplomatique du Var. Donc les Amis du Monde Diplomatique du Var et la médiathèque de Brignoles vous remercient d'être venus participer à cette soirée dédiée à la presse et aux médias. Ce soir, plus particulièrement, au droit à l'information. Nous tenons à souligner l'accueil chaleureux de la direction à la présentation de notre projet. Si Madame la directrice veut dire un mot. Vous parliez très bien pourtant. Merci à tous d'être venus ce soir. Donc on est très content d'organiser ça ce soir à la médiathèque parce que la liberté d'expression, notion fondamentale. L'information, ça fait partie aussi de nos missions, de s'assurer que les citoyens soient correctement informés, bien informés, de lutter contre les fake news. Donc on est très content d'aborder ce sujet-là ce soir avec tous les intervenants que vous allez... je laisserai Pierre présenter en détail tout à l'heure. Je profite quand même pour rappeler que demain matin, nous aurons un atelier autour de la liberté d'expression également avec monsieur Henri Lombard qui est là ce soir, qui est venu ce soir pour vous écouter. Donc n'hésitez pas, c'est à partir de 10 ans, c'est familial et ça se rejoindra un petit peu, je pense, sur certaines notions. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous ce soir et je vous laisse en compagnie de monsieur Pierre. Merci beaucoup. Merci Virginia. Donc avant la présentation des intervenants, je vous présente le groupe du Var. Nous avons créé ce groupe il y a 1 an et nous sommes structurés au sein d'un comité. Je n'ai pas voulu porter seul l'organisation, donc nous sommes 4 et la parité est respectée. Sophie, Suzon, merci. Eric, qui a plusieurs casquettes, et moi. Maintenant que vous nous connaissez, au moins vous nous reconnaîtrez peut-être, nous entendons organiser des rencontres de ce genre autour de la liberté de toutes ses expressions, tant démocratiques que sociales, environnementales et humanistes. Ça, c'est un peu notre fonds de commerce. Pour y être invité, vous pouvez vous inscrire dans le bloc qui va tourner. Je vous ai préparé un bloc avec vous pouvez mettre vos coordonnées et vous ferez partie du carnet d'adresse des Amis du Monde Diplomatique. Donc, ce soir, la conférence autour de la Journée mondiale de la liberté de la presse et des médias. C'est une journée c'est la journée mondiale de la fête de... C'est mondial. Attention, hein, même si on est à Brignoles, c'est fête mondiale. C'est pour ça qu'Acrimed est là. Donc, bien sûr que la liberté de la presse est un sujet essentiel et préoccupant. Ce soir, nous allons nous intéresser particulièrement à la liberté de s'informer, au droit à s'informer, au droit que nous avons tous. Depuis la nuit des temps, l'homme a cherché à recueillir l'information et à la transmettre, à l'embellir et à la travestir, à s'en servir à des fins personnelles. Depuis 20 ans, ces moyens ne cessent d'évoluer. Ils les utilisent tous. Nous devons les connaître pour se préserver des éventuels effets. Ce soir, pour en parler, nous avons invité le Club de la Presse 83, Acrimed, Le Ravi et Éric Maublanc, journaliste indépendant. Et je sais que des professionnels en activité ou à la retraite dans la salle interviendront certainement lors du débat. Je donne la parole à Éric, notre animateur préféré. Parce qu'unique. Oui, donc l'idée ce soir, c'est de saluer la présence des Parisiens, des Marseillais, des Toulonnais, tous dans leur spécialité. Donc on va, dans un premier temps, faire la présentation des intervenants. On va faire ça en 2 temps. Chacun va un peu exposer son statut, son fonctionnement, rapidement, parce qu'on souhaite quand même avoir une interactivité. On va vite aller vers un débat, autour de ce que va nous présenter aussi Alain sur le contrôle des médias, sur les enquêtes territoriales et de PACA avec leur avis.
Et puis on fera un petit zoom également sur le retour qu'on peut avoir de ce club de la presse, que je vais laisser d'ailleurs Dominique vous présenter. Dominique Pédignelli. Oui, bonsoir. Alors le club de la presse dont Éric Maublanc fait partie d'ailleurs, c'est une association 1901 qui existe depuis fort longtemps. Il y a un club de la presse par département, donc nous représentons le Var. En fait, c'est une association de journalistes et de quelques communicants, et nous sommes là pour défendre la liberté de la presse. Il nous arrive de défendre des confrères et des consoeurs, enfin, c'est surtout notre cheval de bataille, c'est la liberté de la presse. Alors ce soir, parmi notre petite délégation, il y a, outre Éric Maublanc, qui fait partie de notre conseil d'administration, il y a Daniel Bombert, tout masqué au fond, ex-Var Matin, et Dominique Dabin, qui a été directeur des rédactions du groupe Nice Matin et de Corse Matin. Voilà, donc ce sont... voilà, un panel, presse écrite. Moi, je suis issue des radios. J'ai créé des radios locales et puis après nationales dans le département du Var. Et donc là, ce soir, nous sommes là pour répondre à vos questions avec plaisir et ravis d'être à Brignoles, où nous venons de temps en temps, je précise. Pas assez souvent. Pas assez souvent. C'est parce qu'on organise quand même pas 3 fois ça fait déjà bien, en 2 ans. Voilà. Alors, pour information, toutes les interventions sont filmées. Donc, si vous avez laissé vos mails à l'entrée, on vous enverra le lien pour voir ce qui s'est passé ou éventuellement le faire partager à votre entourage. Ça peut aller donc jusqu'à Marseille. Je te laisse la parole pour le Ravi. Bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle Frédéric Legrand, je suis journaliste au Ravi. Le Ravi, pour vous situer, c'est un mensuel qui existe en PACA depuis 18 ans. On a fêté l'anniversaire en octobre dernier. Initialement, le Ravi a été créé par des universitaires, des professeurs d'économie, de géographie, qui étaient un peu désolés de ce qu'ils lisaient dans la presse locale, essentiellement marseillaise, qu'ils trouvaient trop molle par rapport au pouvoir, pas assez mordante. Et donc, ils ont créé un journal satirique, avec tout de suite du dessin de presse, avec tout de suite des textes qui étaient beaucoup plus mordants par rapport à tous les pouvoirs, qu'ils soient politiques, économiques, culturels aussi. Et petit à petit, en fait, l'équipe s'est étoffée. Il y a des journalistes de métier qui ont intégré l'équipe, ce qui fait que d'un journal qui faisait 4 pages, on est passé aujourd'hui à un mensuel qui en fait entre 24 et 36 tous les mois, qui a un site internet qui fonctionne avec toutes les archives du journal sur 18 ans et qui couvre l'ensemble de la région PACA. Donc le Ravi, c'est un mélange de dessins de presse, d'articles satiriques. Là, dans le numéro en cours, on imagine ce que serait la région après 5 ans de macronisme pur sucre. Et c'est assez drôle. Et aussi, on fait évidemment de l'enquête dans tous les départements. Dans le Var, ici, on a suivi beaucoup d'affaires, comme l'affaire du frigo d'Hubert Falco. On a suivi l'affaire de l'eau d'Elvar. Des affaires qui amènent le Ravi, comme beaucoup de confrères qui enquêtent, à se retrouver en justice, attaqués pour diffamation, etc. Des affaires qu'on gagne, mais qui nous coûtent effroyablement cher en frais de justice, puisque très rarement la justice accorde ce qu'on appelle les frais de justice aux dépens du plaignant. Donc le Ravi, c'est un journal indépendant, associatif, qui n'appartient qu'à ses lecteurs et aux adhérents de l'association. C'est sa force, il ne peut pas être racheté par un groupe privé. C'est aussi sa faiblesse, puisque structurellement, il ne fonctionne que pas exclusivement sur fonds propres, mais à 70-80% sur fonds propres, ce qui pour un journal associatif est une performance. Donc il est toujours très fragile en trésorerie et régulièrement, on est au bord de la cessation de paiement. Tout récemment, on a lancé un nouvel appel à nos lecteurs pour nous aider à franchir un nouveau cap de trésorerie qui menace de nous engloutir définitivement. Donc on en reparlera certainement. Le financement de la presse, c'est un des enjeux pour garantir une indépendance dans les médias et donc la capacité du public à s'informer de manière non orientée. Donc on a aussi lancé une pétition que vous pouvez signer à la sortie si vous le souhaitez, pour demander une refonte aussi du système des aides à la presse, qui pour le moment profite essentiellement aux grands médias installés, essentiellement des groupes de presse nationaux qui sont propriétés de grands groupes privés
industriels ou télécoms, on en reparlera évidemment beaucoup tout à l'heure, alors que les médias indépendants, qui sont souvent dans des structures associatives ou de scope, ne bénéficient que de 15 à 20% des aides à la presse générale, et ces aides sont attribuées de manière assez opaque et discrétionnaire, y compris par exemple dans les budgets publicitaires des collectivités locales. Donc ça aussi, c'est un combat qu'on mène, pas tout seul, puisque le RAVI coordonne et anime ce qu'on appelle le réseau de la presse pas pareil, qui regroupe plusieurs dizaines de médias partout en France, qui sont justement des médias alternatifs, des contre-pouvoirs, des poils à gratter pour embêter nos élites, quelles qu'elles soient. Et juste, je vais finir là-dessus, l'importance de la presse, qu'elle soit traditionnelle ou pas pareille, c'est que c'est un contre-pouvoir, c'est quelque chose qui va déranger les puissants. Et on va sûrement en parler. On n'arrête pas de voir à quel point n'importe quel pouvoir, qu'il soit économique, politique, culturel, a du mal à accepter la critique. Et encore plus quand cette critique est satirique. Pour vous donner un exemple, récemment, on a beaucoup fait d'articles au RAVI sur un projet dont vous avez peut-être entendu parler, un projet de Puy du Fou, vous savez, ce parc un peu thématique historique. Il y a un entrepreneur qui a créé quelque chose dans ce goût-là, derrière Aix-en-Provence, au château de la Barbenne. Cette personne a fait l'objet de plusieurs articles dans le RAVI qui mettent en cause son système économique, son fonctionnement, certaines libertés qu'il a prises par rapport aux règles et aux droits. L'attaque qu'il nous a envoyée en nous menaçant de nous faire un procès ne portait pas sur le fond des articles, mais sur le dessin. Il ne supportait pas d'être caricaturé. Voilà. Donc quand on critique les gens, y compris par du dessin, les gens se braquent et n'acceptent pas la critique. Je pense que dans le droit à s'informer, c'est aussi un élément très important dont on va sûrement discuter. Oui, on va essayer d'aborder un petit peu cette notion de manque de démocratie dans l'information. Alors, on a organisé aujourd'hui, et ça tombe un petit peu par hasard, mais Reporters sans frontières vient de sortir le bilan de la liberté de la presse au niveau mondial. Je vous invite à aller voir sur leur site. On n'est pas très très bien placé, comme d'habitude. Je dirais que maintenant, c'est devenu une habitude, mais enfin, on n'est pas les seuls. Vous avez une carte ici que vous retrouvez sur leur site qui situe un peu qui fait le bilan de cette liberté de la presse. C'est toujours intéressant de suivre ça. C'est un observatoire comme l'observatoire, et ça va faire la jonction avec Acrimed, qui est Action de Critique Média. Acrimed, c'est Action de Critique Média, qui est une équipe parisienne, nationale, on va dire, qui observe justement ce qui se passe dans le monde des médias, comment c'est contrôlé. Alain va vous faire un petit spot là-dessus. Oui, je ne vais pas parler de la concentration des médias tout de suite. Je vais d'abord vous présenter l'association que je représente ici. Donc, avant de représenter l'association, je vais quand même remercier le lieu qui héberge ce soir cette réunion. Et puis, je vais excessivement remercier les Amis du Monde Diplo du Var et les autres organisateurs qui ont pris l'initiative cette initiative qu'on trouve très intéressante. Et encore plus intéressant, c'est d'avoir invité Acrimed. Donc, on les remercie beaucoup. Donc, je vais commencer par présenter l'association, puis je parlerai après, plus tard, de la concentration des médias, à partir, entre autres, de la carte que je vous ai distribuée tout à l'heure. Donc, Acrimed est une association qui naît il y a à peu près 25 ans. Donc, en 1995, donc 6 mois après son élection, Chirac, qui avait comme Premier ministre Alain Juppé, présente une réforme de la sécurité sociale et des retraites. Bon, une réforme en fait supplémentaire de démantèlement, nous on parlerait plutôt de contre-réforme, de démantèlement de la sécurité sociale et des retraites. Donc c'était en novembre 1995. Dans la foulée de la présentation de cette réforme, que les médias vont présenter comme juste, comme nécessaire, comme ambitieuse, comme rigoureuse, comme de toute façon étant la seule politique possible, comprenez faire payer les salariés. Donc les médias mettent en musique la réforme de démantèlement proposée par Juppé et par Chirac. En même temps, ces mêmes médias donc vilipendent les grévistes et la population qui soutenait les grévistes en novembre et décembre 1995, qui sont traités de rançonneurs
donc rançonneur de la population, rançonneur de l'État français, voulant vivre aux dépens et prendre comme otage effectivement la population française. Donc on a un parti pris systématique des médias avec un traitement totalement asymétrique et absolument inique. Face à ce constat, un certain nombre de gens, dont Henri Malher et Patrick Champagne, soutenus par Pierre Bourdieu, décident de lancer un observatoire des médias pour faire l'inventaire, en gros, des positions des médias sur tel ou tel sujet. Cet observatoire des médias, donc, qui naît fin 95, début 96, va très vite prendre la forme d'une association, donc, qui est l'association Acrimed, que je représente aujourd'hui, donc l'association de critique des médias. Cette association, qui est composée d'universitaires, qui est composée de journalistes, généralement titulaires ou pigistes, mais en bas de l'échelle. Les gradés de l'information, effectivement, ne font pas partie parce qu'ils ont fait un autre choix, bien évidemment. Et puis des usagers des médias et des acteurs des mouvements sociaux. Cette association n'est pas apolitique, mais elle est totalement apartisane. Elle n'est pas apolitique puisqu'elle veut refaire des médias une question politique de façon à ce qu'on puisse se réapproprier démocratiquement les médias qui sont des médias, je viens de le dire, qui par exemple à l'occasion des grèves et de la réforme de 95 ont pris les partis que je viens de signaler, dont certains se rappellent peut-être. Donc une association qui ne vit que de la cotisation de ses membres et des quelques dons que certaines personnes nous font ou peuvent nous faire. Et puis de la vente qui rapporte quelques euros, guère plus de sa boutique avec par exemple un magazine qui figure sur la table là-bas. Donc cette association est une association qui... on n'est pas une association de parti pris. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour nous de distribuer de la contre-information. On ne vous dira pas les médias ont dit bleu, mais la vérité c'est blanc. Ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse en tant qu'individu, mais ça ne nous intéresse pas en tant qu'association. En fait, nous, on réfléchit au mode de traitement médiatique. C'est-à-dire qu'on réfléchit à la forme, beaucoup plus qu'au fond. Cette forme, ce mode de traitement médiatique n'étant évidemment pas sans conséquence sur le contenu de l'information. Donc c'est mettre en avant ça. Notre association produit une critique radicale. Alors bien évidemment, il existe des critiques des médias, qu'on peut y compris voir dans les médias, mais ces critiques sont généralement indolores. Elles ne vont guère plus loin que de mettre en cause certaines fautes déontologiques. Par exemple, elles se taisent, elles stipendent les censures visibles, mais elles se taisent sur les censures invisibles. Elles ne disent rien de la propriété des médias, de la financiarisation ou de la marchandisation de l'information. Donc notre critique est radicale, intransigeante. Notre critique est effectivement pas une critique de parti pris, j'ai dit tout à l'heure. C'est aussi une critique qui vise à faire des propositions pour qu'on se réapproprie justement démocratiquement la question des médias. Donc ça, ce sont nos objectifs, ce sont les objectifs de l'association. Pour ceci, l'association se donne un certain nombre de moyens, un certain nombre d'outils. Le premier de ces outils, c'est un site, donc Acrimed, ACRIMED, acrimed.org, un site sur lequel on publie à peu près 3, 4, 5 articles par semaine qui analysent le mode de traitement de l'information, j'ai dit tout à l'heure. Donc 3, 4, 5 articles par semaine, ça fait plus de 6000 depuis que l'association existe. Ces articles sont entièrement gratuits, donc on peut les trouver sur le site. Comme on ne lit pas pareil sur écran et sur papier, on a décidé de monter régulièrement, une fois par trimestre, un certain nombre d'articles sous forme de magazine. Donc le magazine Média Critique, c'est un magazine trimestriel qui est vendu, qu'on trouve dans un certain nombre de kiosques ou qu'on peut se procurer sur abonnement, qui est aussi dans certaines médiathèques ou dans certains établissements scolaires qui sont abonnés. Donc un site, un magazine, et puis on participe aussi, comme aujourd'hui par exemple, on répond volontiers dans la mesure de nos moyens, donc aux invitations qui nous sont adressées, aux débats auxquels on nous demande de participer. Et puis on a, pour certains c'est l'élément le plus connu ou aussi connu que notre présence sur le site d'Acrimed, on a fait il y a 10 ans, on a fait un film, donc Les Nouveaux Chiens de Garde, qui a fait 250 000 entrées et qui a été nominé au César, qui a eu le César du meilleur documentaire. Donc ce film est un film qui traite effectivement de ce que sont les médias aujourd'hui,
c'est-à-dire de ce qu'ils étaient à l'époque, de ce qu'ils sont encore aujourd'hui, ni indépendants, ce qu'on reverra tout à l'heure, ni objectifs, ni bien sûr pluralistes. Voilà, je vous remercie. Oui, on en arrive vite au problème de financement, d'indépendance et dans ce débat, c'est vrai qu'on va avoir des choses à dire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, bon, une fois qu'on a fait le tour des intervenants, est-ce que vous avez une... Alors, je m'appesantis un petit peu sur mon expérience. Moi, j'ai un statut de journaliste reporter d'image, donc je tourne depuis 2012 avec une petite télé locale que j'avais créée à l'époque qui s'appelle Provence Verte TV. Et bon, voilà, c'est un témoignage comme quoi on a du mal à trouver un modèle économique pérenne, même avec la meilleure volonté du monde, parce que c'est bien souvent des métiers qu'on exerce avec la passion. Mais le fait d'aller sur le terrain, d'aller couvrir des événements politiques, des événements culturels, d'aller voir des associations, de faire des portraits. J'ai fait plus de 1000 reportages sur la Provence verte, c'est-à-dire entre Saint-Maximin et Brignoles depuis 2012. Ça n'a jamais été viable. Donc c'est toujours, pour vous donner un retour de la difficulté de donner de l'information, d'avoir une liberté d'information, on est toujours à la recherche de financement, mais si on a un financement public, on n'est plus libre. Donc on est toujours ballotté. On n'a pas vraiment de solution pour faire vivre ces petits médias. Et je ne suis pas le seul. Il y a eu, on va les retrouver d'ailleurs, Pierre, tu en parlais tout à l'heure d'un site sur lequel on retrouve tout un tas de petits médias régionaux, mais ça vivote, on n'a pas de visibilité. Le gros problème de la liberté de la presse, c'est aussi la visibilité pour avoir du public, parce que le public, lui, a aussi la liberté de choisir. Mais si on est ignoré du grand public ou si on n'a pas suffisamment de visibilité en tant que petit média local, on a tout de suite un problème de fonctionnement, puisqu'on ne fait pas de pub, on n'est pas Var Matin. Ce sont des médias qui fonctionnent bien souvent sur des conventions. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des collèges, des lycées, avec des mairies qui nous ont effectivement tendu la main sans nous imposer un angle particulier. Mais voilà, c'est les seules possibilités. Il n'y a pas de financement officiel, c'est un débat sur lequel on pourra revenir tout à l'heure. Il n'y a pas de financement de la presse alternative. On est dans la transition, mais il n'y a pas de transition de la presse, enfin de la presse et des médias. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez intervenir? Je voulais savoir le documentaire dont vous avez parlé, Les Nouveaux Chiens de Garde, si c'était une adaptation donc, du livre d'Halimi, et où est-ce qu'on peut le consulter, s'il est disponible? Oui, alors donc je réponds avec plaisir à votre question. Donc, alors effectivement, Paul Nizan, en 1935 ou 1936, écrit un bouquin qui s'appelle Les Chiens de Garde. Et pour lui, les chiens de garde du système à l'époque, ce sont les philosophes. Serge Halimi, en 1997, je crois, écrit un bouquin qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, dans lequel il reprend la thèse de Nizan. Mais pour lui, les philosophes n'existent plus, enfin existent toujours, mais n'ont pas le pouvoir qu'ils ont pu avoir à un autre moment. Donc aujourd'hui, les espèces de nouveaux philosophes, je vais très vite et je mets ça entre guillemets, donc ce sont les journalistes et en particulier les médiacrates. C'est-à-dire que le système journalistique est hiérarchisé et bien évidemment, ceux qui ont la parole à l'intérieur des médias, ce sont ceux qui ont le pouvoir, les décideurs en quelque sorte. Donc voilà son livre, les Nouveaux Chiens de Garde. Le film reprend le titre, mais n'est pas la mise en image du bouquin de Serge Halimi, même si Serge Halimi a participé à l'organisation du film. Le film est un film qui est coproduit par deux réalisateurs, donc Yannick Kergoat, qui est un ancien président d'Acrimed, et puis Gilles Balbastre. Ce film, vous pouvez le trouver en DVD dans notre boutique. Il y en a un exemplaire qui est sur la table là-bas. Sinon, vous pouvez le voir gratuitement sur YouTube en le recherchant et vous allez le trouver. Pour la petite histoire, ce film n'a pas été diffusé. Il a été acheté par les chaînes de télévision, par quelques chaînes de télévision,
mais qui ne l'ont jamais diffusée, sauf une. Alors, je ne sais plus laquelle, mais je crois que c'était Public Sénat, a vérifié qu'il l'a diffusée à 1h du matin. Il y a 7-8 ans. Bon, voilà. Je rebondis sur le débat par rapport aux nouveaux chiens de garde et puis au financement des médias. La force des nouveaux chiens de garde, c'est de montrer la quintessence de la compromission journalistique, qui sont effectivement les grands éditorialistes, les grands présentateurs. Après, ce qui est important aussi, c'est de garder en tête que tous ces personnages-là, dont on a encore quelques spécimens qui sont encore en activité, Alain Duhamel, par exemple, Jean-Pierre Elkabbach, David Pujadas, évidemment, tous ces gens-là sont en fait la figure de proue, le symbole d'un système qui dysfonctionne du sol au plafond. C'est-à-dire que ces gens-là font ce qu'on appelle du soft news, c'est-à-dire qu'ils produisent une interprétation, une vision éditorialisante d'une réalité, d'une information de base, factuelle, qu'on appelle le hard news, qui doit être produite, elle, par des gens qu'on voit quasiment jamais à l'antenne. C'est-à-dire, c'est le reporter qui va aller sur une manifestation pour dire voilà ce qui s'est passé, il y a eu tant de personnes arrêtées, il y a eu tant de pneus brûlés. Et ce travail de hard news aussi ne fonctionne pas comme il devrait. C'est-à-dire que de plus en plus souvent, le nombre de personnes qu'on envoie pour couvrir ce genre d'événement, il y en a de moins en moins, ils ont de moins en moins de temps pour travailler, ils sont payés de plus en plus mal, donc ils ne peuvent plus fournir un travail de vérification de qualité. Et ça, c'est aussi une vraie question, parce que si la production de cette information de base n'est pas faite correctement, ça laisse encore plus de marge aux éditorialistes derrière pour l'interpréter de façon complètement erronée. Donc, sur le financement aussi du journalisme de terrain, il y a aussi un vrai enjeu. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, ce qu'on voit à la télévision, c'est surtout du journalisme, en tout cas dans les éditocrates, c'est surtout du journalisme qui n'est pas un journalisme de terrain. Je rebondis sur ça aussi parce que ça pose la question de la capacité de nous, lecteurs, consommateurs d'informations, à accepter de payer pour cette information. L'avènement du web avec les blogs, les réseaux sociaux, a eu une grande force pour nous, journalistes, c'est-à-dire que ça nous a fait descendre de notre piédestal. Avant, on était une élite qui avait accès à des moyens de communication massifs. La presse imprimée, la radio, la télévision. Avec l'avènement des blogs et des smartphones, tout le monde peut publier n'importe quoi, n'importe comment. Et peut aussi critiquer le travail qu'on fait. Et ça, c'est très bien, parce que du coup, on a un retour critique de ce qu'on fait. Et notamment en 2005, pendant le référendum sur l'Europe, on s'est rendu compte que 99% de la presse votait pour le oui, alors que le non était majoritaire. Donc il y a eu une petite prise de conscience de ça. L'inconvénient, c'est que ça a fait grandir dans l'esprit d'un très large public l'idée que l'information peut être gratuite. Sauf qu'elle n'est jamais gratuite, l'information. Quand vous ne payez pas pour de l'information, c'est que c'est vous le produit qu'on est en train de vendre. Patrick Lelay, ancien dirigeant de TF1, avait sorti cette phrase qui était scandaleuse mais totalement vraie. Il disait TF1 n'est pas une entreprise qui produit de l'information ou du contenu, c'est une entreprise qui vend du temps de cerveau disponible à des annonceurs, à Coca-Cola. Et c'est tout à fait vrai. Le but d'un média privé qui se finance par la publicité, c'est de rendre ses lecteurs disponibles pour les annonceurs. Et donc, il imagine ses contenus pour atteindre ce but et financer son modèle économique. Donc, quand nous, consommateurs d'informations, on utilise une information qui est gratuite, le produit, c'est nous. On se vend nous-mêmes. Et ça, c'est une vraie question, parce que je vous donne un exemple très concret pour le Ravi, et puis après, j'arrête de parler. Le Ravi a entre 1500 et 1600 abonnés payants. Pour vous dire, vous donner une échelle de valeur, c'est le plus grand nombre d'abonnés que le Ravi ait jamais eu depuis 18 ans. Grâce au site internet, on a réussi à passer un cap. Mais on plafonne toujours à 1500, 1600 abonnés. Si vous voulez rejoindre ce panel d'abonnés, vous êtes tout à fait les bienvenus. Sur les réseaux sociaux, on a 10 000 personnes qui nous suivent sur Twitter. C'est-à-dire qu'on a eu au moins 8500 personnes qui sont très contentes de lire les titres de nos articles et les 2 premières lignes, et qui s'arrêtent là parce qu'elles ne veulent pas payer. Donc là, il y a un vrai enjeu. C'est-à-dire que, et encore 10 000 personnes, c'est pas grand-chose sur Twitter. Il y a des comptes Twitter, même de journalistes, qui sont suivis par des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. Sur un titre aussi, j'allais dire, engagé, satirique que le Ravi, 10 000 personnes qui nous aiment, on en a la très grande majorité qui n'a pas le réflexe de s'abonner pour lire nos contenus. Donc ça pose une vraie question aussi.
Quelle solution? Quelle solution? C'est toujours délicat, effectivement, de trancher. Là, il faut arbitrer son choix d'abonnement, et puis c'est compliqué. C'est un modèle. Ce sont des modèles compliqués. Vous en êtes où Là-dessus, nous, on est dans une situation un peu intermédiaire. On a lancé récemment un appel aux dons qui marche beaucoup plus fort que tout ce qu'on a pu faire avec le Ravi jusqu'à présent. On a réussi à récolter 40 000 € pour le moment. Sauf que pour vraiment franchir ce cap de fragilité financière, il nous en faut 100 000 d'ici la fin mai. Donc on est encore assez loin du compte. Ceci étant dit, les derniers appels SOS du Ravi nous avaient ramené 5 ou 6 000 €. Donc on a quand même franchi une galaxie. Quelque chose qui pourrait être intéressant, ce serait d'essayer de mutualiser les abonnements de tous ces journaux alternatifs, de faire quelque chose qui serait un espèce de porte-monnaie commun. La difficulté, c'est que c'est financièrement et administrativement très compliqué à faire, parce que toutes les structures ne sont pas les mêmes. Certains sont des associations, d'autres sont des coopératives, certaines sont des conglomérats de personnes individuelles qui font des trucs ensemble sans qu'il y ait de structure. Donc pour trouver la façon de gérer tout ça ensemble, c'est excessivement compliqué. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un projet sur lequel les éditeurs de presse classiques travaillent depuis plus de 20 ans. Et ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc on peut peut-être être plus intelligent que les autres, mais là, c'est difficile. Bon, il vous faut un milliardaire. Voilà. Si un milliardaire est dans la salle, on prend aussi. Est-ce que vous êtes prêt à payer pour avoir de l'information? Je vais me lever. Qui d'entre vous est prêt à payer pour qui trouve logique en fait de s'abonner, de payer pour avoir de l'information, à part Daniel qui y arrive à fond pour faire un chèque? Dites-nous. Oui. C'est la version papier qui vous séduit. Et ça serait ce que tu disais en fait, ça serait de mutualiser un abonnement, une carte d'abonnement à l'information alternative, à l'information. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça vous paraît quelque chose de possible? Enfin, même si c'est difficile à mettre en place. Non, mais là, on fait l'interactivité, on a le public, on teste. Donc, un genre de carte d'abonnement à l'information, oui, ça serait comme un abonnement à l'AFP, mais un petit AFP local. Hein. Ça peut être peut-être des pistes pour tuer un peu toute cette oligarchie, mon cher Alain. Il y a un journal qui est très connu et tout, alors je ne sais pas si c'est lui qui a initié, mais en tout cas, c'est lui qui marche le mieux, c'est Mediapart, en fait. C'est-à-dire que Mediapart donc c'est un journal qui est entièrement numérique, donc ils ont fait le choix d'être uniquement sur le web. C'est un journal qui est totalement indépendant, qui n'appartient qu'à ses lecteurs. Mais ces lecteurs payent pour avoir l'information. C'est vrai qu'il y a une culture de la gratuité, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai aussi que cette gratuité est une gratuité bidon. C'est-à-dire qu'on ne paye pas directement. Quand on a un journal gratuit, en fait, on le paye, puisque le modèle économique de ce journal, en fait, comme la plupart des journaux, c'est d'être vendu 2 fois. C'est-à-dire qu'il est vendu une fois aux lecteurs et il est vendu une fois aux annonceurs. C'est leur modèle économique. Donc on reprend la phrase de Lelay, par exemple, vendre du temps de cerveau disponible donc aux téléspectateurs. Donc vendu 2 fois, ça veut dire qu'il doit avoir des lecteurs, et sur la base de la qualité de ces lecteurs, donc c'est pas forcément n'importe qui, il y a de la publicité. À partir du moment où les journaux gratuits se sont diffusés, ils n'étaient plus vendus qu'une fois. Ils sont uniquement vendus aux annonceurs. Mais les annonceurs, ils répercutent le prix de leur publicité dans le paquet de pâtes. Donc quand on achète des pâtes, on paye un peu de la publicité qu'ils ont mis dans ce journal qui est diffusé gratuitement. Donc la gratuité, c'est un leurre. Bon. En même temps, la gratuité, effectivement, moi je peux comprendre qu'un certain nombre de gens optent pour la gratuité vu la qualité de ce qui nous est proposé. Donc je pense que, en règle générale, on veut bien payer, mais on veut bien payer à partir du moment où, en échange, on a quelque chose. Si on n'a rien ou pas grand-chose, effectivement, la question du paiement se pose de façon flagrante. Il n'y a pas que le problème financier, mais le problème de temps de lecture. Quand on est abonné au Monde diplomatique, ça va.
On peut lire d'autres choses à côté, mais il faut un temps de lecture. Donc, je pense que lire les 2 lignes par Internet sur les réseaux, bon, c'est pas mal. On a déjà l'esprit de, je sais pas, Arrêt sur image ou Le Ravi. On sait ce qu'on va trouver dans ce journal. Après, on peut peut-être s'abonner. Mais on ne passe pas son temps à lire. Enfin, il y a des gens qui ne lisent plus, paraît-il, mais enfin, je ne suis pas sûre. Non, mais les gens qui font les journaux, c'est un des problèmes de la presse alternative, de la presse libre ou de la presse pas pareille. C'est que bon, c'est une presse qui fonctionne, qui répond à une demande réelle, qui font un travail qui est un travail sérieux, mais bon, qui fonctionne souvent avec, et c'est le cas d'Acrimed par exemple, bon, nous on a 3 salariés, mais qui fonctionne aussi avec des bénévoles. Donc les bénévoles, ça n'a qu'un temps. Comment structurer et fidéliser et la rédaction d'un journal et la satisfaction d'un public avec des bénévoles? Bon, on se fatigue relativement vite. Donc la question du financement est une question incontournable. La question des aides à la presse est une question incontournable. Je rebondis aussi sur ce que vous souleviez sur la question du temps d'attention disponible. C'est vrai que c'est aussi un des enjeux auxquels le journalisme et nous, citoyens, lecteurs, consommateurs de médias, sommes confrontés. C'est-à-dire qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, de la capacité de nous tous à publier du contenu, à réagir au contenu des autres, en fait, maintenant, il y a une explosion des sollicitations possibles qui est... qui ne connaît pas d'équivalent dans l'histoire. Donc notre temps d'attention est tout le temps challengé par tiens, il y a cet article qui est sorti, mais je peux aussi consulter quelque chose à l'autre bout du monde, dans un autre média francophone qui peut être intéressant aussi. On doit arbitrer entre ces différentes possibilités de focaliser notre attention sur quelque chose. Et ça, c'est très compliqué pour nous, citoyens, c'est très compliqué aussi pour les médias en tant que tels, parce que il faut montrer aussi quel peut être notre rôle là-dedans. C'est-à-dire que le rôle d'un média, à la base, c'est d'essayer de faire le tri entre des informations, de les hiérarchiser et de leur donner des valeurs différentes, en disant ceci est une information intéressante, pertinente, à laquelle il faut s'intéresser, même si c'est peut-être pas quelque chose qui nous attire foncièrement. Et par contre, ça, c'est potentiellement moins intéressant. Évidemment, cette fonction-là, les médias ont de plus en plus de mal à la tenir. D'abord parce qu'il y a des questions de biais aussi idéologiques, sociologiques dans les médias. Vous avez certainement suivi, comme nous tous, le conflit des Gilets jaunes, qui a été assez dur dans le Var ici. Il y a par exemple un des échecs récents de la presse, et qui démontre un biais sociologique vraiment important, c'est le traitement des violences policières contre les manifestants. Il a fallu 1 mois et demi, 2 mois, pour que la presse généraliste s'empare du sujet, se rende compte qu'il y avait un vrai enjeu. Alors que pourtant, plusieurs journalistes spécialisés, comme David Dufresne, alertaient sur cette situation depuis quasiment l'acte 2 ou 3 des Gilets jaunes. Sauf qu'à ce moment-là, c'est passé un biais sociologique chez les journalistes, qui sont que les journalistes sont majoritairement des gens comme moi. C'est-à-dire des gens qui sont blancs, souvent des hommes, souvent qui ont fait des études et qui n'ont pas vécu dans des quartiers populaires. Et donc, qui, quand ils voient des violences policières établies se dérouler contre des gens qui sont quelqu'un d'autre que des jeunes de banlieue, on a du mal à comprendre ce qui se passe. On a du mal à faire le lien, alors que beaucoup d'autres journalistes qui couvraient les quartiers populaires disaient mais en fait, là, ce qu'on voit, c'est simplement la violence policière habituelle qui se confronte à un autre public. Et ça c'est aussi un des échecs des médias traditionnels. C'est que on paye aussi la déconnexion par rapport à la société, sociologiquement parlant. Alors, on peut peut-être avoir le témoignage de quelqu'un qui a baigné dans ces médias traditionnels, qui est ancien rédacteur de Var Matin, directeur de rédaction, qui est Dominique Dabin. Est-ce que tu veux intervenir ou tu veux préparer une intervention? Entre-temps, Daniel avait également un mot à dire. Je voudrais juste, ça me démange, ramener 2 ou 3 idées dans le débat là. Je crois qu'on est tous d'accord ici sur des valeurs et des besoins en information et qu'on aime les gens.
Sauf que les gens, ils confondent complètement le prospectus de Carrefour, qu'ils prennent pour un journal, avec de la presse payante. Avec Dominique ici présente, sous le contrôle de notre Dieu à tous ici présent, je fais ça pour qu'il soit critique après. On s'est amusé à faire quelques interventions dans les collèges en allant là où ça vote le plus Front National si possible. Alors évidemment, on arrivait dans les classes, les gamins adorables, surinformés qu'il ne faut pas être raciste, que les races n'existent pas, que la presse est libre et autres et autres. Sauf que quand on leur demande s'ils connaissent le nom du présentateur du journal de 20h, ben ils ne connaissent même pas le journal de 20h parce qu'ils ne font pas les différences avec autre chose. Donc nous, on a des buts, on a des utopies, il faut voir l'état dans lequel c'est à côté. Il y a eu une dégradation, à notre sens, ce n'est pas forcément le sens de tout le monde, de la diffusion d'informations et du choix et de la critérialisation d'informations ces dernières années. Pour les gens qui, comme moi, ont été formés dans les années 80, on arrive sur une planète très très étrange. Après tout, cette planète a le droit d'exister aussi. La plus grosse dégradation, parce que j'aime bien dire du mal des gens qui sont absents mais qui ne sont pas loin, plus grosse dégradation, je pense, de l'information, c'est à partir du moment où Franz-Olivier Gisbert, pour ne nommer personne, a voulu sauver Le Point, si je me souviens bien, c'est Le Point, de chute de tirage de papier dû à plus de circulation gratuite, fluide, facile. Et il a commencé à utiliser des boules puantes politiques. Il y a toujours eu des boules puantes, comme disait De Gaulle. Je ne veux pas être élu, sans ça on va me coller une affaire de canastre. Il y a toujours eu des boules puantes. Mais une boule puante en soi, ce n'est pas une info si elle n'est pas retraitée. À partir du moment où il a commencé à faire des unes agressives, effectivement, il a perdu un peu moins de tirage, mais le niveau du débat est devenu un niveau de pugilat. Il y a des choses sur lesquelles on peut enquêter qui ne sont pas forcément bonnes à dire. Alors du coup, en général, pour être entendu, je me lève en général, ce qui me donne l'illusion d'être entendu. C'est pas forcément dénoncer en permanence des scandales qui est utile. C'est effectivement donner de l'information à tout le monde, la traiter comme il faut, la rendre lisible, penser à ceux qui n'en consomment pas alors qu'ils sont toute la journée sur leur téléphone, qui est important. Donc nous, on est très persuadés d'un certain nombre de choses. À partir de notre position que je subodore ici, bah mine de rien, la liberté de la presse ne fonctionne pas si mal, puisque même Patrick Lelay dit la vérité. Je vends du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Bah, pour une fois, il n'y a pas de censure. J'avais plein d'autres trucs à dire, mais je suis sûr que si je suis long, Dominique Dabin va me le reprocher un jour. Oui, donc je suis un peu issu de la grande presse, qu'on attaque beaucoup là. Ce soir, c'est normal, hein, cette bonne guerre. Bon, je veux dire plusieurs petites choses très rapidement. C'est qu'on a beaucoup parlé de modèle économique, c'est pas nouveau. En 1848, il y a un prêtre rapidement défroqué, philosophe, enseignant. 1848, c'est un demi-siècle après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est la pierre angulaire, enfin l'article 11, c'est la pierre angulaire de la liberté d'expression et d'opinion. Aujourd'hui, 50 ans après, il y a ce philosophe qui est un peu un précurseur de la démocratie chrétienne en Bretagne, qui s'appelle Lamennais, et qui a créé un petit journal qui s'appelait Le Peuple Constituant. Il a tenu quelques semaines et à la fin, la dernière phrase de son dernier numéro, c'était « Il faut de l'argent, il faut de l'or pour jouir de parler. Nous n'en avons pas, place aux riches et silence aux pauvres. » Donc c'était déjà, ça a toujours été le problème de la presse et son financement. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil et je pense que ça va encore une fois perdurer. Il est évident, et j'ai toujours eu coutume de le dire, c'est qu'un journaliste n'est indépendant déontologiquement et professionnellement que si son média est indépendant financièrement. À partir du moment où le mur des influences est perméable entre les différents pouvoirs politiques, consulaires, économiques, etc., est perméable
rentre dans les salles de rédaction et que les journalistes vont bouffer le soir avec les représentants des pouvoirs pour essayer de glaner un peu de subventions, d'argent, etc., on ne peut pas parler de presse indépendante. Et c'est un leurre, c'est un mythe, c'est une... Voilà, parce que tous les journaux, aujourd'hui, vont chercher de l'argent. Il y a un modèle économique, j'écoutais l'exemple de Mediapart tout à l'heure. Bon, je connais Laurent Mauduit, je connais plusieurs personnes à Mediapart. Il s'essouffle aussi un peu. Hein. Il va falloir qu'il trouve d'autres lecteurs, toujours un peu plus, quoi. C'est sûr, parce que le prix d'une enquête, c'est un coût. Quand vous libérez un journaliste une semaine, comme le fait le Ravi pour... J'ai lu des trucs sur l'Odel, qui étaient de très bons dossiers d'ailleurs. Hein. Il faut non seulement payer le journaliste, mais il faut payer l'enquête, il faut payer ses informateurs, il faut payer ses frais, etc. Donc l'information, la bonne information n'est pas gratuite. Et aujourd'hui, dans la grande presse, il y a des gens qui nous font honneur. Quand vous voyez les reportages d'Ariane Chemin, de Raphaël Baquet, de Fabrice Lhomme, de Maryse Burgot, de Florence Aubenas, même d'Élise Lucet, etc. Ça fait honneur à la presse parce que c'est pas souvent critiquable quand même. Ce sont souvent de bons reportages indépendants, etc. Derrière tout ça, il y a des machines et il y a de l'argent. Voilà, donc on n'en sortira pas. Et les rares moments où la presse a été à peu près indépendante et n'a pas eu ces exigences financières, ça a été dans la période de l'après-guerre, où il y a eu une presse issue de la résistance qui a germé les grands quotidiens régionaux et départementaux, un peu partout, qui étaient aux mains de grandes familles elles-mêmes issues de la résistance. Et à ce moment-là, les grandes familles, elles demandaient combien de bénéfices à la fin de l'année, 1, 2, 3%. Et c'est tout ce que pouvaient donner les journaux. Mais à partir du moment où, dans les années 70, les bons pères de famille ont vendu ou ont cédé à leurs enfants, mais il y a eu... les grandes fortunes se sont installées, ont pris les journaux, les actionnaires sont rentrés, et moi je l'ai vécu. Les actionnaires, ils ne demandent pas 2%. La première année où ils sont entrés dans un journal où je travaillais, c'était 5%. Quand j'en suis parti, ils demandaient 13%. Comment voulez-vous vous en sortir quand vous avez la tête sur le billot tous les jours? Parce qu'il faut que votre journal, vous avez l'audimat, on vous montre. Moi, j'avais des contrôles tous les 6 mois du groupe Hachette qui me disaient, mais Dominique, là, tes notes de fraises ont explosé, ceci, cela. Et à chaque fois, il faut vendre une agence, il faut essayer de limiter la casse au niveau personnel, etc. Mais moins on a de monde et moins on fait de la bonne information. Parce qu'encore une fois, pour faire de bonnes enquêtes, il faut de bons journalistes et ça coûte de l'argent. Voilà, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et vous savez, ça fait 2 ans quand même qu'il y a de moins en moins de journalistes. Je regarde le nombre des cartes de presse et il est en baisse depuis 2 ans. Oui, un peu plus même. Oui, 3 ans. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas... Vous savez, tout le monde met les journaux clous, c'est les journalistes au pilori en ce moment, c'est comme les politiques, on est un peu mis dans le même sac, etc. C'est pas un métier facile. Et on gagne pas beaucoup d'argent et vous savez, on est de plus en plus menacé. Moi, j'ai eu vous savez, c'est pas tous les jours drôle et facile, voilà. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose qui... Enfin, moi, il y a un certain nombre de choses que je ne partage pas dans ce qui a été dit, mais il y a des choses que je partage. Dans ce que je ne partage pas, c'est quand on dit que la presse a besoin d'argent. Oui, bien sûr, la presse a besoin d'argent. Mais d'après ton intervention, tu passes très vite de... Il est nécessaire, évidemment, pour payer les journalistes, il est nécessaire pour payer le matériel, il est nécessaire pour moderniser l'appareil de production, évidemment, que l'entreprise presse gagne de l'argent. Mais toi, tu ne parles pas de ce temps-là.
où tu en parles en faisant croire qu'il ne s'est rien passé entre les deux. Il y a eu la financiarisation. C'est-à-dire quand tu dis aujourd'hui on a besoin d'argent parce que la presse appartient à des propriétaires qui cherchent une rentabilité financière des actionnaires en quelque sorte, effectivement ça change beaucoup de choses, mais ce n'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est-à-dire que si la presse appartient aujourd'hui à des financiers, en fait, c'est parce qu'ils cherchent quelque chose. C'est-à-dire, en fait, la crise de la presse, pour nous, elle vient d'autre chose. Elle vient de la baisse de qualité de la presse. Elle vient du modèle économique, je disais tout à l'heure, qui est d'être vendu 2 fois. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolution technologique avec l'apparition d'Internet à la fin des années 90, en gros, et on a eu une migration des ressources publicitaires de la presse, des journaux, vers le web. Pour faire face à cette migration, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la valeur des journaux a baissé de façon fantastique. Et pour presque rien, on pouvait se racheter un journal. Et effectivement, ça a intéressé des gens, des financiers, qui ont vu là un moyen bon marché de se procurer de l'influence. On ne comprend pas pourquoi des gens qui cherchent à gagner de l'argent achèteraient de la presse dans laquelle ils en perdent. Ce qui n'est pas vrai toujours, parce que ces gros groupes, ils ont des moyens comptables en fait, de transférer les pertes qu'ils ont dans la presse écrite, par exemple, vers d'autres activités qui, elles, sont profitables. Ce qui veut dire que les profits dégagés dans le secteur numéro 2 eh bien, sont amputés des pertes dans le secteur numéro 1, et donc on a une diminution des impôts. Donc pour eux, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas toujours non rentable. Mais bon, qu'est-ce qu'ils cherchent en fait? Ils cherchent essentiellement de l'influence. Ils cherchent de l'influence. C'est-à-dire que lorsque je suis propriétaire d'un journal, déjà en soi, ça me donne du pouvoir. On l'a bien vu pour des gens comme Patrick Drahi ou pour Xavier Niel, qui étaient moqués parce que une partie de leur revenu était dégagée ou transférée à l'étranger, parce qu'ils vendaient pour Xavier Niel du cul sur Internet, tout ce genre de choses. Donc ils étaient moqués. À partir du moment où ils sont devenus propriétaires de presse, c'est vrai pour Drahi, qui est propriétaire de Libé, qui est propriétaire de RMC, qui est propriétaire de BFM, qui est propriétaire de plein de choses. On peut le revoir sur la carte que vous avez en main. Bon, c'est vrai pour Xavier Niel. Eh bien, évidemment, on ne s'attaque plus à eux. Et on ne s'adresse plus à eux de la même façon. Et puis, quand on regarde aussi la propriété des médias, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ces gens sont généralement propriétaires, mais avec des activités qui sont en dehors de la presse. Ils sont Dassault, ils sont vendeurs d'armes. Bouygues, ils sont vendeurs de béton. Xavier Niel, il est vendeur de réseaux 5G, de télécom. Bon, Drahi, c'est pareil, etc., etc. Donc ces gens, ils sont sensibles à l'influence que leur donne la propriété d'un média. La propriété d'un média, vous imaginez que si on veut, s'il venait par exemple comme idée à l'État de privatiser le secteur, je dis un peu n'importe quoi, mais de privatiser le secteur du bâtiment, vous imaginez bien que Bouygues, depuis TF1, mènerait campagne contre ça et pourrait peut-être gagner. Donc la question de l'influence est effectivement une question qui est très importante. Et on voit bien, alors on nous dit, ces gens-là apportent de l'argent. Et non, ils n'apportent pas de l'argent. Oui, ou d'une certaine façon, ils apportent de l'argent, mais ils n'apportent pas de l'argent gratuitement. Ils en attendent quelque chose. Alors on nous dit aussi, ils ne sont pas interventionnistes. Si, ils sont interventionnistes. Hein. Si on reprend les télécoms, par exemple, eh bien, on voit bien que la question de la 5G, elle a très peu, voire pas du tout été traitée par la presse, parce que ses propriétaires sont dans la 5G, ils en ont besoin. Donc pourquoi on vous mettrait des articles qui nous amènent à réfléchir à la question de la 5G? On voit, pour prendre des exemples très récents, comment le rachat par Bolloré, par exemple, pour prendre un seul exemple, d'Europe numéro 1, a inversé la ligne éditoriale d'Europe 1. On voit comment un des copropriétaires du Monde, donc Mania tchèque et milliardaire aussi, Kretinsky, a récemment, je crois que c'était la semaine dernière, ou il y a 2-3 semaines, juste la semaine qui précédait le deuxième tour des élections présidentielles, a modifié le titre d'un des journaux qu'il possède, Marianne, en faveur de Macron. Donc ces exemples-là, il y en a plein. Ça pose la question du client aussi, hein, du lecteur. Comment aller
à décider les gens de ne plus alimenter ces réseaux-là, de couper la télé, de couper l'information, de reprendre un petit peu l'action plutôt que de rester passif. C'est une responsabilité que l'on a aussi au sein de la population, et je crois que tu veux nous en dire un mot. Oui, je rebondissais sur ce dont vous parliez tout à l'heure. Effectivement, au Ravi, on fait aussi beaucoup d'interventions en collège, lycée, et c'est vrai qu'on est frappé en fait du manque, comment dire, de compréhension, que ce soit les jeunes ou les adultes aussi, hein, souvent des médias en général. Pour vous dire, moi j'ai fait une partie de ma carrière dans la presse gratuite. Donc j'avais assisté en tant que journaliste de presse gratuite à des panels où on voyait des lecteurs qui étaient pris dans la rue regarder notre journal et essayer de dire ce qu'ils en pensaient. Et en fait, on se rendait compte que sur un panel de gens qui se disaient lecteurs réguliers du journal de 20 minutes, en fait, ils ne comprenaient pas la maquette du journal. Par exemple, la colonne d'information en bref sur le côté, ils pensaient que c'était le sommaire de la page. Et nous, on voyait ça et on se disait, mais c'est pas possible. En fait, on fait un journal et en fait, des gens qui sont des lecteurs réguliers, visiblement, ne comprennent pas ce qu'on fait. Donc, soit on le fait mal, ce qui est possible, hein, peut-être que la maquette est mal faite, etc., et qu'elle n'est pas compréhensible spontanément, soit en fait, nos lecteurs, même des lecteurs réguliers, n'ont pas les codes pour comprendre ce qu'on fait. Et donc là, il y a un vrai, là aussi, il y a un vrai défi d'essayer de résorber cette fracture dans une production d'informations qui est peut-être compréhensible pour une partie de la population, mais pas pour toutes, et en tout cas pour une large partie pas compréhensible, pas adaptée pour. Et puis la population qui est en demande, qui a besoin en fait justement de s'informer, de pouvoir comprendre le monde. Et donc ça, c'est un vrai travail d'éducation aux médias. C'est un des enjeux très important dès l'école de commencer à faire du travail d'éducation aux médias. L'éducation nationale commence à le faire, hein. Il y a un service qui s'appelle le CLEMI qui travaille beaucoup là-dessus. Pendant les semaines de la presse, chaque année, il y a des initiatives qui sont faites, mais c'est un travail qui demande d'être régulier et poursuivi chaque année. Par exemple, il y a beaucoup de collèges qui travaillent sur les fake news en essayant, paradoxalement, de faire produire des fake news à leurs élèves, pour qu'ils comprennent le mécanisme de production et qu'ils soient plus capables d'identifier des fake news quand ils en voient. Ça, c'est super efficace, ça marche très bien, mais c'est encore très rare. Et pour avoir interviewé moi, des formateurs du CLEMI qui interviennent auprès d'enseignants, ils disaient eux-mêmes que déjà, ils ont même un travail à faire par rapport aux enseignants eux-mêmes, qui souvent sont en opposition à ces programmes-là. Donc là aussi, il y a un vrai enjeu démocratique d'éducation aux médias pour la population. Oui, donc moi je suis un ex-enseignant, un ex-journaliste aussi, et je travaillais beaucoup à partir de la semaine de la presse à l'école. C'est effectivement, et tout à l'heure vous disiez que vos lecteurs avaient du mal à comprendre, effectivement si on commence dès l'école élémentaire, et j'ai souri tout à l'heure quand quelqu'un est intervenu parce que je demandais à mes élèves la semaine d'avant d'amener les journaux, pas plus. Effectivement, j'avais... je ne sais plus où il est, le monsieur qui intervenait, j'avais toutes les pubs, j'avais le bottin, j'avais des choses comme ça. Vous voyez ? Donc c'était assez effarant. Et après, pour travailler sur les images, par exemple, ou les représentations, je commençais souvent par la une d'un journal qui était le SNJ, je crois, le journal syndical. On voyait une photo de Caroline de Monaco avec un homme à côté qui était en smoking, et le titre, c'était donc une de Paris Match, Caroline de Point, le premier bal du couple. Donc on voyait ce monsieur-là, et on voyait Caroline de Monaco. Et le SNJ avait eu la photo originelle, c'est-à-dire on voyait Caroline de Monaco, on voyait son mari, et on voyait le monsieur, d'accord ? Et donc là, les élèves comprenaient immédiatement qu'il avait suffi de découper la photo, de rapprocher Caroline de Monaco du monsieur de gauche, et de faire croire que c'était un nouveau couple. Enfin, tout ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la presse à l'école, c'est un moyen extraordinaire, même tout petit, effectivement. Et après, je pense qu'on peut banaliser. Moi, je banalisais une semaine entière, et il y avait un travail fantastique, y compris vis-à-vis des parents à qui je demandais un coup de main. Donc, effectivement, on recréait un journal et tout ça. Voilà. Après, j'ai une petite question pour le monsieur de Varmatin, mais je ne sais pas si vous êtes encore en activité ou pas. Voilà, c'était pour savoir, vous, quel type de pression ou de censure
vous avez été soumis par les annonceurs ou par votre patron? Est-ce qu'il y a des articles que vous n'avez pas vu passer, ou est-ce que vous avez eu des interventions directes en vous disant non, ça on peut pas le passer parce que ça va déplaire? Un des principaux annonceurs, c'était le Conseil général à l'époque quand même. Oui. Donc je vous oblige pas à répondre si ça vous met en porte-à-faux. Je peux répondre à tout. Il n'y avait pas que le Conseil général d'ailleurs. Vous savez, depuis plus de 20 ans, 30% des recettes publicitaires de la presse régionale provient des collectivités, c'est-à-dire des métropoles, des agglomérations, des conseils départementaux, etc. Alors, il est évident que si on n'a pas une censure directe, on a toujours des approches, enfin toujours souvent des approches indirectes avec bien sûr le hocher, cette menace. Si on parle de telle affaire, on supprime le budget. Et un budget supprimé, je vous dis, ça fait 30% de moins. Donc il faut toujours jongler, il faut toujours protéger sa rédaction. Mais protéger sa rédaction, c'est aussi protéger ses emplois. On a toujours quand on est responsable de rédaction, on pense toujours à ça. Et quand on diminue, si vous voulez, les recettes, on sait que ça va peser sur l'emploi. Donc on essaye toujours de jongler. Et effectivement, parfois, on édulcore, on cède, on transforme un nom. Oui, mais oui, bien sûr. Voilà. Mais moi, je préférais souvent faire ça plutôt que de mettre un emploi de mes journalistes en péril. Bon, ça me regarde. Par rapport à ça, je rebondis sur l'enjeu en fait, des financements publics des collectivités locales dans les journaux locaux. Il y a vraiment c'est un débat qui traverse tous les médias locaux. Certains médias locaux refusent totalement les finances, les publicités ou les financements sur projet. Ils sont rares, mais il y en a. À Marseille, Mars Actu, par exemple, qui est un site web, un pure player local. Au Ravi, nous, on a une position différente, c'est-à-dire qu'on dit ça ne nous choque pas qu'il y ait un financement public des médias, soit au travers de financement d'actions, par exemple pour l'éducation aux médias, soit au travers d'achats d'espaces publicitaires, d'annonces légales. Nous, ça ne nous pose pas de problème. On pense que l'information, c'est aussi un bien commun et que ce n'est pas non plus incroyable que des collectivités locales porteuses de l'intérêt public financent une partie de l'activité des médias. En revanche, ce qu'on demande, et c'est pour ça aussi qu'on lance cette pétition, c'est qu'il y ait une transparence sur ça. C'est-à-dire qu'actuellement, et c'est valable dans toutes les régions, c'est pas propre à la région PACA, moi j'ai travaillé à Toulouse et c'était pareil, il y a une énorme opacité sur la répartition des achats d'espaces publicitaires, sur les actions partenariales. Je vous donne un exemple. Mediapart a été attaqué en justice par la Provence et par sa direction, parce qu'ils avaient révélé chiffres à l'appui les montants que le département des Bouches-du-Rhône, dirigé par Martine Vassal, attribuait à la Provence pour des actions de communication, de partenariat, etc. Et en fait, c'était un échange de bons procédés à peine déguisé, puisque Franz-Olivier Gisbert, qui était devenu directeur général de la Provence entre-temps, mitraillait la Provence d'éditos favorables à Martine Vassal, au point que la direction, les salariés de France 3 ont refusé que Franz-Olivier Gisbert intervienne dans les débats des municipales, parce qu'ils disaient on ne peut plus être crédible avec ce type dans notre plateau. Donc, Mediapart, chiffre à l'appui, montre en fait cette collusion, se fait attaquer en justice. Le Ravi a été appelé à témoigner d'ailleurs à ce procès, et Mediapart est relaxé, parce que la justice dit oui, effectivement, il y a une question démocratique légitime, à savoir, est-ce que quand on a comme ça des sommes aussi importantes qui passent entre des collectivités locales et des médias en toute opacité, on peut craindre qu'il y ait des contreparties. Donc le positionnement de beaucoup de médias dont le Ravi fait partie, c'est de dire on n'est pas contre le financement public, mais on veut qu'il y ait une transparence pour que les citoyens puissent savoir que
quand la Provence prend une position extrêmement favorable à Martine Vassal, 80% de son budget pub de collectivité locale vient du département dirigé par Vassal-Martine. Vous vouliez intervenir, pardon. Voilà. Alors en fait, moi aussi, je suis une ancienne enseignante. J'ai utilisé la semaine de la presse. Je l'ai faite avec des CM2. Et c'est vrai que là, il y a une partie éducation qui est indispensable. Et je me suis posé la question après parce que j'étais en maternelle. Et comment, dès le départ, dès que les enfants sont quand même assez jeunes, hein, moi j'ai eu des enfants de 3 ans, 3-4 ans, tout ça. Comment, évidemment, parce qu'après, il faut que quand ils deviennent adultes, enfin du moins plus grands, ou en âge vraiment de lire et de comprendre ce qu'ils lisent, ben justement qu'ils aient des clés pour comprendre ça, parce qu'on est inondé de journaux, de revues, de tout ce qu'on veut là. Et je ne parle pas de la télévision et des images hein, là, qui bougent, parce que c'est encore pire. Mais si on reste sur l'écrit, en fait, voilà, il faut quand même que les personnes en fait aient des clés, parce qu'ils y sont, ils existent ces journaux et tout. C'est très bien, on sait malheureusement que l'argent voilà, va pourrir le système et tout, mais maintenant on est face à ces revues et tout ça. Comment apprendre à lire, à trouver ces clés justement, parce que l'information, on la cherche aussi, on la veut, on veut quand même. Et donc moi, je pense que là, les plus petits, c'est développer l'esprit critique. C'est ça, c'est la base de tout. Et quand vous lisez un journal, moi je lis j'en lis plusieurs, hein, je lis aussi Paris Match, je lis plusieurs. Mais en fait, j'arrive, il me semble que, bon, parce que moi j'ai fait l'effort de réflexion, de tout ça, j'arrive quand même à voir là. On arrive à reconnaître en fait ce qui est vraiment des grosses ficelles quoi, hein, de publicité, on sent que c'est. Mais malgré tout, on arrive quand même à être informé. Moi, par contre, ce que je reproche, c'est qu'on n'est pas informé de tout. Voilà, parce que moi, j'ai été pendant quelques années abonnée au courrier de l'UNESCO, par exemple, et là, on avait des informations sur le monde entier. Mais là, maintenant, par exemple, alors, c'est tragique, hein, ce qui se passe en Ukraine. Hein, pour moi, c'est vraiment une catastrophe. Mais on ne parle plus de l'Afghanistan. Et c'est pas réglé là-bas. Hein, et ni du Yémen, et de plein d'endroits. Alors que, voilà, dans le courrier de l'UNESCO, ce que j'aimais, c'est qu'on parlait de ce qui se passait un peu. Parce qu'on est en recherche quand même d'informations. On veut savoir des choses. Mais, voilà. Vous lisez Courrier International, il parle de l'Afghanistan. Eh bien oui, mais oui. L'information objective, ça n'existe pas. Le désir de partager des opinions, par contre, ça existe. L'honnêteté, ça existe. La déontologie et l'éthique, ça existe. Et alors, la formation à donner une information, puisque alors nous, on est quand même un petit carré réduit. On est des gens surinformés avec des valeurs qu'on a envie de partager. Ben, on est enfermé dans un petit réduit noir et ce serait bien qu'on en sorte. Je vais juste vous raconter une toute petite expérience. Comme je suis un consommateur d'informations terrible, la guerre sur l'Ukraine, déjà, ça m'a énervé qu'on s'en aperçoive maintenant, alors que depuis 2008, il y a 15 000 morts dans le Donbass et qu'il y a des gens qui veulent être russes, il y a des gens qui veulent être ukrainiens. Nous, par exemple, on n'a pas attaqué la Belgique alors qu'il y a plein de Belges qui voudraient être français. Ça s'appelle le mouvement rattachiste. Tout le monde a le droit de s'exprimer sur le sujet. L'expérience a été formidable de passer quelques nuits devant toutes les chaînes d'information possibles et imaginables. Il n'y a qu'un média international qui fait un traitement à peu près objectif, à but objectif de la crise en Ukraine, c'est la télé publique turque. C'est quand même incroyable, non? Ah ben oui, il suffit de comprendre, pour comprendre la raison pour laquelle ils sont très bons et très diplomates sur le sujet. Il suffit de regarder où ils sont sur la carte et on a compris pourquoi ils font très attention. Mais quand même, on est dans une situation où on a un régime qui a d'abord été un feuilleton télévisé. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, Serviteur du peuple, on doit être un certain nombre ici. C'est très rigolo, c'est très très bien fait, ça vole pas haut, mais c'est très bon. Il y a un oligarque, qui s'appelle Kolomoïski, peut-être d'autres qui se sont intéressés à ça, qui a financé le feuilleton, qui a financé le passage du feuilleton en parti politique, qui finance donc maintenant largement les moyens d'influence de l'État ukrainien tel qu'il est maintenant.
il se trouve qu'il finance aussi les bataillons Azov. Et que oui, les bataillons Azov, effectivement, ils ont des drapeaux nazis. Pas tous les gens des bataillons Azov, mais ils ont effectivement des bataillons nazis. J'ai adoré, sauf que ça me déprime, entendre Kolomoïski dire « les bataillons Azov ne peuvent pas être nazis, je les finance et je suis juif ». C'est quand même assez fort, quoi. La capilotade de bonnes intentions et de mauvaises là est complètement incroyable. On vit dans ce monde-là. On vit dans ce monde-là avec 10% des gens comme nous qui savent à peu près analyser. Bon, c'est clair que les 3/4 de la propagande ukrainienne est fausse, mais bon, on ne va pas leur reprocher d'essayer de se défendre en même temps. Et quand les Russes essayent de les imiter, ils sont très très mauvais. Ils sont très mauvais. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé au Mali avec l'essai de faire croire que la France avait couvert un massacre et un charnier. Le meilleur moment sur la liberté de la presse et les manœuvres que j'ai eues, c'était quand même quand du jour au lendemain, CNN, qui faisait une couverture lourdingue libérale, mais honnête, avec beaucoup de moyens, et puis CNN est plutôt humaniste et à gauche, au sens américain de la chose, ils sont passés, mais en 2 heures, de cette couverture américaine lourdingue, on va sur le terrain, on a des moyens, on essaye de dire des trucs, faire parler les gens, d'avoir toutes les opinions, à un traitement purement émotionnel. Que des endroits pour jouer pour les enfants bombardés, que des enfants qui saignent, des nounours ensanglantés, des mères attaquées, exclusivement de l'émotionnel reptilien. Tout le monde a applaudi. Il se trouve que c'est la ligne de la chaîne de télévision privée de Kolomoïski, c'est la ligne de communication qui peut, tout le monde a le droit de parler, y compris Dassault. Par contre, on a le droit de lui répondre, il faut prendre les moyens de lui répondre. Kolomoïski, là, il a sa chaîne de télé, il a tout, et d'un seul coup, l'information internationale s'est mise sur le diapason de sa ligne éditoriale qui consiste à montrer des choses gentilles et naïves de russophones et d'ukrainophones qui s'entendent bien, tant mieux, c'est plutôt sympa, et ensuite de tout passer au niveau émotionnel. Et à partir du moment où ce geste a eu lieu, qui est piqué de 1+1, sa chaîne de télé, tout le traitement international, sauf les Turcs, de la crise est passé là. Je vais pas parler plus parce que sans ça, ça me ferait plaisir de vous emmerder jusqu'à 2 h du mat, hélas. Mais je le ferai pas. La situation de la possession de la majorité des médias officiels, puisque ça représente maintenant une toute petite part de la circulation de l'information, Facebook, etc., ça prend beaucoup plus de place, c'est beaucoup moins contrôlé, tout le monde voit que c'est vrai, c'est juste des cris du cœur subjectifs. C'est un cas français. Dans d'autres pays, non, les moyens de presse ne sont pas inféodés au reste du système économique, ne vivent pas dessus. En Allemagne, en Italie, en Espagne, vous avez des groupes de presse qui ne sont que des groupes de presse qui vivent dans le même bain économique et sociétal que le reste de la société, c'est-à-dire que tout le monde essaye de partager, de s'influencer, etc., mais qui sont des groupes de presse. C'est pas toujours mieux. C'est pas toujours mieux. Par exemple, je trouve la gestion de Kretinsky relativement exemplaire et son changement de titre, on a bien fait de hurler, mais comparer la une originelle et la suivante, allez, parce que j'aime bien emmerder, le titre de Kretinsky, je le trouve plutôt meilleur et pas si macronien que ça. Voilà, pardon. Je rebondis un tout petit peu sur l'esprit critique dont vous parliez par rapport aux médias. Je pense que ce qui est très important aussi, déjà dès l'éducation aux médias, mais après nous aussi en tant que lecteurs, c'est de toujours garder en tête que l'esprit critique, il doit s'exercer sur les médias, enfin un média dans son intégralité. C'est-à-dire que ce qu'il faut surtout pas faire, c'est se dire ok, je trouve ce média globalement crédible. Non, il faut remettre le truc sur le tapis tous les jours. Moi, un de mes premiers chocs, j'étais étudiant et je commençais à préparer des concours pour faire l'école de journalisme, c'est de lire un article du Canard enchaîné sur un événement qui s'était passé dans ma fac, où je lis l'article et je me dis mais c'est pas possible, le journaliste il est pas venu là, il est pas venu, il a pas interrogé des gens quoi. Il a eu une source qui lui a donné la vision de l'histoire de ce camp et en face il n'a pas fait de contre-vérification. 6 semaines plus tard, Le Monde, et c'était pas encore racheté par des grands groupes, donc c'était l'époque Plenel, était rédacteur en chef du Monde. Le Monde se fait épingler par une firme fabricant d'armes à feu pour la police nationale,
Et cette firme dit Le Monde a fait une page complète pour critiquer le matériel qu'on fournit à la police, qui serait défectueux, et on n'a pas eu l'honneur d'avoir un coup de fil du journaliste du Monde. C'est-à-dire que Le Monde n'a pas fait le travail minimum de contradictoire. Et on parle du journal du soir de référence, avant qu'il ne se bascule dans un problème capitalistique de fond. Donc, à ce moment-là, n'importe qui doit se poser la question de se dire ok, c'est pas parce qu'on était le journal de référence ou parce qu'on est le journal satirique de référence qui a une indépendance financière qui lui permet de sortir des affaires non-stop que tout ce qu'il va produire sera bon. Non, non. Des fois, le journalisme est comme n'importe quel métier, un art faillible, et des fois on peut se planter. Donc ça, je pense que c'est très important, c'est de ne pas accorder la confiance à un média une bonne fois pour toutes. C'est qu'on peut avoir un premier jugement positif, dire a priori c'est quand même fiable, mais on peut se planter. Maintenant, dans n'importe quel média, dans le monde, il y a des gens qui font un travail magnifique, il y a des gens qui font un travail abominable. Moi, j'ai côtoyé des confrères du Monde, je ne vais pas nommer, dans des villes qui sont heureusement pas en PACA, mais quand on les voyait travailler, on était sidérés, on se disait c'est ça le Monde. Eh bien oui, il y a certains journalistes du Monde qui travaillent mal, certains journalistes du Canard travaillent mal, certains journalistes du Ravi ont certainement fait du mauvais travail. Ça m'est arrivé de ne pas être content de l'article que je fais. Donc, je pense que c'est aussi important qu'on ait ça. C'est-à-dire que l'esprit critique, il doit presque s'exercer contenu par contenu. Et de la même manière, complément d'enquête, cache investigation. Certains caches investigation sont, la plupart du temps, c'est magnifique. De temps en temps, sur les sujets, des fois, j'ai des copains qui y travaillent. Ils disent ouais, celui-là il est moins bon quand même. Bon, voilà, donc ça c'est important aussi de ne pas accorder sa confiance une bonne fois pour toutes. On peut avoir un présupposé de confiance, il ne faut pas être dans le truc absolu. Et après sur la question un sujet chasse l'autre, oui, alors ça malheureusement c'est un truc qu'on nous enseigne en école de journalisme. Et quand on est jeune journaliste, on prend ça, on dit ah mais c'est pas possible, vous nous racontez ça, c'est abominable. Et puis en fait, en pratique, on se rend compte que c'est malheureusement vrai. C'est la règle du mort kilométrique. C'est-à-dire que quand vous avez un accident de voiture avec une personne qui meurt à côté de Brignoles, eh ben, c'est un drame. Quand vous avez 10 personnes qui meurent dans un accident de bus dans le Nord-Pas-de-Calais, pour le journal ici, c'est un grave accident. Quand vous avez 10 000 personnes qui meurent en Inde dans l'explosion d'une usine chimique, c'est un accident industriel. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est extrêmement vrai. Plus le fait qu'on n'arrive pas à focaliser notre attention sur un sujet pendant une très longue durée. Donc là, la guerre en Ukraine, le mort kilométrique fonctionne à plein. C'est un pays beaucoup plus proche de nous géographiquement, culturellement plus proche de nous. C'est des gens qui sont caucasiens, qui sont orthodoxes, mais chrétiens quand même. Donc on se sent culturellement plus proche d'eux. Et puis il y a comment dire, une théâtralisation qui joue dans notre inconscient collectif. C'est un peuple qui se fait envahir et qui va essayer de résister. On aime bien penser que toute la France a été résistante, on peut s'identifier à ça. L'Afghanistan, c'est le pays où on ne sait pas pourquoi on est allé, pour la plupart. Il y a plusieurs dizaines de Français qui sont morts et finalement on est reparti et les talibans ont repris le pouvoir. Donc en fait, qu'est-ce qu'on est allé faire là-bas ? Donc on est peut-être aussi assez content de ne plus penser à l'Afghanistan. C'est peut-être ça aussi. Quand vous regarderez cette carte, vous apercevrez qu'il y a le Monde Diplo. Donc en haut à gauche, par exemple, à 11h, donc vous avez les 3 propriétaires du Monde, donc Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Daniel Kretansky, donc qui possèdent le Nouveau Monde, donc une société anonyme, le Monde Libre et le Monde SA. Le Monde SA, ils sont propriétaires à 51% du Monde Diplo. Oui, donc je vais revenir un petit peu sur ça parce que effectivement, le travail qui a été fait, on voit le monde diplomatique, on voit le monde diplomatique apparaître avec 51% de financement par le groupe Le Monde. Donc on pourrait se dire l'indépendance du monde diplomatique, elle est aussi remise en question. Or, le monde diplomatique est un peu à part. On en a parlé, enfin, vous avez parlé de différentes problématiques de financement. Le monde diplomatique, dans les années 96, a pu acquérir son indépendance. Son indépendance non pas relative par rapport aux 51%, mais une personne a fait un don en fait aux journalistes du monde à ce moment-là, aux journalistes du monde diplomatique, et leur a demandé de créer la possibilité, enfin c'est même pas la possibilité, c'est de créer leur indépendance, mais leur indépendance pour de longues années, pas une indépendance ponctuelle, donc vis-à-vis du monde.
puisqu'à ce moment-là, le monde diplomatique était en fait un titre du Monde, donc au départ, était donné pratiquement uniquement dans les ambassades, donc c'était très spécifique, c'était très particulier. Donc cette personne leur a dit, vous avez déjà évolué, puisqu'en 1995, l'évolution du monde diplomatique avait déjà eu lieu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que les ambassades, c'était édité dans toute la France, et il y avait déjà une internationalisation, donc on parlait de problème de connaître ce qui se passe à l'étranger, le monde diplomatique en est un. Au départ, c'était que des articles sur ça. Aujourd'hui, c'est des articles qui sont plus ouverts, mais qui sont axés sur le monde entier, puisque le monde diplomatique est diffusé. Il y a eu 44 éditions, aujourd'hui c'est 33, puisque ça fait des hauts et des bas en fonction de, je pense aussi de la problématique qu'il y a derrière. Donc il y a des éditions qui s'arrêtent, mais ils sont présents dans le monde entier. Vous pouvez voir la carte sur le monde diplomatique. Et donc ils ont des journalistes, des gens qui interviennent. Donc ce n'est pas des grosses structures, hein, c'est vraiment des petites structures dans le monde entier, mais ils ont des informations qui arrivent du monde entier. Donc ils ont des informations sur le terrain, pas des informations qui transitent par personne. Ils ont les moyens d'avoir des informations sur le monde entier. Donc en 1996, cette personne a fait un don de toute sa fortune et leur a dit, en résumé, débrouillez-vous pour avoir votre indépendance. Je fais le don à condition qu'il y ait une indépendance. Et donc ils ont pu l'acquérir en organisant un peu de façon particulière. Donc ça fait partie du débat, ça peut faire partie du débat aussi, cette organisation. Donc ils ont créé 2 associations. Une association qui regroupe les lecteurs, donc les amis du monde diplomatique, dont on fait partie, et une association qui a le nom de cette personne, qui s'appelle Günther Holzmann, et qui regroupe tous les salariés du monde diplomatique. Et donc, même si ces 2 associations n'ont pas la majorité au niveau capital, puisque c'est le Monde qui a 51%, eux ont 25 pour les amis du monde diplomatique et 24 pour l'association Günther Holzmann. Dans les statuts, par contre, ils ont créé leur indépendance en obligeant, enfin, entre parenthèses, en donnant en fait une organisation bien particulière sur la nomination du rédacteur, du directeur des publications. Donc ce directeur est nommé est proposé par l'association Günther Holzmann. Et ensuite, donc, le Monde a 3 voix et les 2 autres ont 1 voix et 1 voix. Mais dans les statuts, il est prévu, bon c'est un peu technique, hein, mais il est prévu que cette personne a besoin de 4 voix pour pouvoir être nommée. Et donc automatiquement, le Monde ne peut pas être majoritaire, puisque ou alors il faudrait l'accord ou des amis du monde diplomatique ou de la direction de l'autre association. Donc ils ont créé cette indépendance, alors pas financière, puisque ce n'est pas une indépendance financière, mais de statut. Donc on peut aussi travailler sur ça. C'est vrai que ça n'a pas encore été discuté. Donc ça fait partie aussi de notre envie, les amis du monde diplomatique du Var, c'est d'aller plus loin pour faire venir en fait toutes les personnes qui réfléchissent à ça, parce qu'il y a quand même de nombreux chercheurs qui réfléchissent sur cette problématique, parce qu'on n'est pas les seuls. Hein. Les Américains, en 88, on a Noam Chomsky et Erdman qui ont travaillé sur ce sujet-là, c'était 1988. Et les Américains étaient déjà arrivés à notre situation. C'est-à-dire, une démocratie a besoin d'avoir de l'information, puisque là c'est pas Chomsky, mais c'est Hannah Arendt qui a fait un gros travail là-dessus et qui a prouvé qu'en fait, quand les citoyens n'ont plus l'information et qu'il y a un décalage entre les politiques publiques qui sont mises en place et les citoyens, quand l'information est détériorée et ne fonctionne pas, ça ne peut plus marcher. Les politiques ne peuvent plus mettre en place parce que la violence monte, il y a des problèmes, donc le travail de liberté du journalisme est très important. Voilà.
Donc, et ça, c'était, comme vous dites, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas. Et les Américains, il n'y avait pas qu'un problème de financement, c'était un problème de distorsion de l'information qui transitait et de la propagande qui était mise en place, en fait, des techniques de propagande qui étaient mises en place, et où les puissants, les politiques ont utilisé ces propagandes qui étaient intéressantes parce qu'ils ont compris comment nous, on fonctionnait, notre cerveau fonctionnait, notre envie d'aller, c'est ce qu'on a dit, comment dire, de réagir a été étudié. Et une fois que ça a été étudié, ils l'ont utilisé, ils sont allés un peu trop loin dans l'utilisation, et ça peut aller, les démocraties peuvent aller vers quelque chose de pas beau. Donc c'est vraiment très important. Donc bon, j'en finirai là. C'était juste pour vous dire qu'effectivement le monde diplomatique fait partie de la liste au niveau du travail qui a été fait. Des 51% du monde sont toujours partis, mais ils sont indépendants et ils ont une rédaction qui est complètement indépendante, une ligne qui est indépendante grâce à ce système qui a été mis en place. Et c'est une personne qui leur a donné la possibilité de le faire et qui a juste demandé l'indépendance et qui n'a pas voulu autre chose que l'indépendance. Il a légué en fait sa fortune à ce moment-là. Pour la petite histoire, c'était un juif allemand et qui s'est battu toute sa vie contre le nazisme. Donc il y avait ce rôle-là. Voilà. Donc, et ils ont réussi jusqu'en 2022 à garder cette indépendance. Et avec les amis du monde diplomatique, c'est vrai que c'est une institution, entre guillemets, c'est quelque chose d'un peu particulier dans la France, puisque il y a à peu près 600 événements qui sont par an, que les amis du monde diplomatique développent et permettent en fait des idées, permettent de débats d'idées, permettent de... Donc je pense que c'est à part, le monde diplomatique est à part dans ce système et fait partie de la réflexion. Et effectivement, il y a des réflexions. On aimerait vous faire venir toutes ces réflexions-là, notamment l'Acrimed a émis des idées depuis des années sur le financement, sur la façon de pouvoir avoir des médias plus indépendants où que les directeurs de rédaction n'aient pas à faire le choix pour, comme vous avez dit et comme vous avez bien dit, pour leurs journalistes. Il y a des solutions diverses qui peuvent passer par l'État, qui peuvent passer par le privé. Donc il y a Julia Cagé qui fait un gros travail là en ce moment, qui essaye de remuer, qui a fait aussi une association pour essayer de sauver le monde, là pour le coup, pas le monde diplomatique, mais le monde, et qui émet des idées. Il y a Pierre Rimbert qui émet des idées, donc Acrimed a émis des idées. Il y a d'autres chercheurs dans la France entière qui travaillent sur ce sujet-là et qui peuvent émettre des idées pour faire évoluer. Parce que notre problème, il n'est pas d'aujourd'hui, comme vous dites. Tout le monde l'a eu, et tout le monde. Mais c'est un problème de démocratie. C'est ce qu'on a vu hier. Il y a eu une discussion là-dessus et qui était intéressante. Et effectivement, l'information est aussi un problème de démocratie. Oui, merci pour tous ces éclairages. Moi, j'avais envie d'avoir le sentiment des professionnels des médias là, qui sont parmi nous là, sur deux choses qui, à mon sens, ont changé considérablement le paysage là, depuis pas mal d'années. C'est d'abord, vous le savez tous, la principale source d'information en France, c'est pas la presse, c'est Internet et notamment les réseaux sociaux. Ça, c'est une réalité d'aujourd'hui. Et donc, je voulais avoir votre sentiment, à vous, les professionnels, sur ce torrent d'informations comme ça qui est souvent brut, souvent faux, mais qui parfois aussi laisse la place à quelques lanceurs d'alerte pour faire passer quelques informations qui sont oubliées. Et puis voilà, dans les médias traditionnels, qu'est-ce qu'on comptait faire, comment on voit l'avenir face à cette situation. Et puis il y avait une deuxième question que j'avais à vous poser, c'est
c'est aussi l'irruption depuis quelques années des chaînes d'information en continu qui ont changé considérablement la façon de faire du journalisme à la télévision. Et je voulais savoir aussi si, selon vous, c'était une avancée ou si c'était regrettable. Alors Internet, aujourd'hui, regardez les jeunes, c'est leur principale source d'information, hein, plus que la presse écrite, plus même que la télé. Ils ne regardent plus la télé, ils sont toujours sur leur écran. Donc il faut bien prendre ça en ligne de compte. Les jeunes, aujourd'hui, ce sont les réseaux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'on fait quand même partie d'une société. La presse n'est que le reflet d'une société dans laquelle on vit. Il y a 20 ans, on a basculé d'un siècle à l'autre. On a basculé du siècle de l'ère industrielle à celui du siècle des nouvelles technologies. C'est un champ exponentiel de découvertes tous les jours et pas que d'applications. Il y a tous les jours, on trouve des trucs nouveaux. Donc, la presse n'est que le reflet de ça et les réseaux sont un petit peu l'expression de cette évolution de société. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, à commencer par nos politiques, qui ne comprennent pas dans quel sens tourne la planète. Donc, ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, effectivement, l'avenir de l'information passe, et notamment pour les jeunes, par les écrans. Alors, comment faire? Vous avez soulevé le problème des fake news. Aujourd'hui, c'est le débat sur les réseaux, comment les détecter, comment les labelliser, comment, etc., etc. Il y a des tas d'initiatives qui sont prises par les médias qui essayent de faire le ménage parce qu'ils savent très bien que c'est dangereux. Hein. On voit que les fake news sont manipulées par des organisations politiques, par même des États aujourd'hui pour dispenser, de répandre de fausses informations. Donc il faut absolument... la presse écrite aujourd'hui, les télés, les grands médias sont soumis à des droits et des devoirs avec des règles. Internet ne l'est pas. Il n'y a pas de cadre juridique, il n'y a pas de cadre législatif. Il faut absolument, et ça va mettre du temps, il faut qu'il y ait ce droit qui s'applique à un journal, s'applique aussi à Internet, parce que sinon c'est la porte ouverte à toutes les impostures. Ceci dit, moi je suis comme Pierre Aski, qui est président de RSF, et j'ai l'habitude de dire que l'information c'est un bien commun, donc il faut aussi la protéger dans toutes ses expressions. C'est une information qui devrait être gérée démocratiquement. Pas par des règles, hein, mais par de l'inné un peu collectif. Je rebondis très très vite sur ça. Je suis 100% d'accord avec le fait que l'essentiel du canal par lequel transite l'information maintenant, ça va être les réseaux sociaux. Après, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'évolution dans les réseaux sociaux est incroyablement rapide. C'est-à-dire que Facebook, qui était dominant il y a quelques années, est en train de perdre des parts de marché parce que la nouvelle génération, Facebook, c'est le réseau social des parents. Donc on n'a pas envie d'être dessus, on va être sur TikTok, on va être sur Snapchat. Et quand on voit déjà les difficultés des médias traditionnels à être présents sur ces plateformes, les plateformes Facebook, alors trouver le bon ton sur Snapchat et TikTok, c'est incroyablement compliqué. Il suffit de voir les politiques qui s'y sont essayés, comme Mélenchon, qui s'en est pas mal tiré d'ailleurs, ou Macron, qui ont essayé pendant la campagne présidentielle d'être sur ces médias-là. C'est très compliqué. Donc, pour les journalistes, il y a un enjeu d'être présent sur ces plateformes. Après, en tant que citoyen, il y a un enjeu de reprendre du contrôle sur ces plateformes-là. Facebook a récemment été obligé d'admettre devant le Sénat américain qu'il était un média en tant que tel, puisque au travers de l'algorithme qui classe les publications en fonction de votre comportement sur Facebook, personne n'a la même, avec les mêmes abonnements de compte, vous n'avez pas le même mur qui s'affiche sur Facebook en fonction de votre comportement. Donc cet algorithme-là, qui est un secret industriel de Facebook, devrait être transparent, il devrait être public pour qu'on comprenne les choix éditoriaux que fait Facebook dans ce qu'il nous montre. Et c'est valable pour les autres réseaux sociaux aussi, pour Twitter, le rachat de Twitter par Elon Musk pose ce genre de questions. Donc il y a un combat à mener pour avoir une transparence sur les algorithmes des réseaux sociaux.
Et l'autre combat à mener dans les réseaux sociaux, c'est un combat pour développer notre propre curiosité. Il y a des expériences qui ont été menées, notamment durant la campagne présidentielle française de 2017, par des étudiants de Sciences Po Grenoble, pour mesurer ce qu'on appelle l'effet de bulle informationnelle dans les réseaux sociaux, particulièrement Facebook. C'est-à-dire que le principe du réseau social, c'est que vous restiez le plus longtemps possible connecté à ce réseau pour qu'il puisse engranger le maximum d'informations sur vous et qu'il monétise ces informations. Donc, il va chercher, au travers de l'algorithme, à vous tenir sur l'écran le plus longtemps possible. Et l'algorithme calcule que, en général, notre comportement spontané est de plus consulter des contenus avec lesquels on est d'accord qu'avec des contenus par rapport auxquels on est en désaccord. Donc, fatalement, s'il voit que vous êtes plutôt, je ne sais pas moi, vous pensez que oui, il y a des extraterrestres qui se sont écrasés à Roswell en 1949, eh ben, il va vous mettre plutôt des articles qui sont pour plutôt que des articles contre. Et ça, le problème, c'est que plus vous cliquez sur ces articles, plus il va vous enfermer dans une petite bulle où vous ne parlez qu'avec des gens qui sont d'accord avec vous. C'est ce qu'on a vu pendant la campagne présidentielle de Trump aussi. C'est-à-dire que vous aviez des bulles qui se créaient dans lesquelles les informations qui débunkaient ces fake news n'arrivaient plus. Donc, l'algorithme, c'est pas qu'il nous enferme dans une bulle informationnelle, c'est qu'il amplifie notre manque de curiosité. Les étudiants de Sciences Po Grenoble ont prouvé que quand on s'abonne à plein de profils de tendances politiques très différentes et qu'on like des contenus très opposés, eh ben, l'algorithme amplifie cette curiosité et on voit arriver des choses très différentes. Donc en fait, on a aussi une part de responsabilité dans la façon dont ces réseaux sociaux vont tourner. Il y a un débat démocratique pour faire la transparence sur ces algorithmes, qui sont un secret industriel qui ne doit pas rester caché, mais il y a aussi un débat individuel, en développant l'esprit critique, de développer aussi une curiosité, d'accepter de se confronter à des avis qui ne sont pas les nôtres. Et mine de rien, c'est un comportement démocratique. Si on est en démocratie, on doit accepter la confrontation avec des avis qui divergent du nôtre. Sauf qu'on s'enferme nous-mêmes dans un débat où on n'accepte plus que de parler avec des gens qui sont d'accord avec nous. Et sur le fait de faire le tri dans les fake news, moi j'alerte quand même sur quelque chose qu'on est tous tentés de faire en tant que médias traditionnels, qui consiste à d'autorité faire le tri entre eux. Par exemple, Le Monde a fait une initiative qui est louable, qui s'appelle Décodex, qui est un site internet où vous rentrez l'URL d'un site et qui vous dit c'est un site plus ou moins fiable, ou c'est très fiable, ou c'est pas fiable du tout. Sauf que le problème, c'est que là, vous avez un média dominant qui donne des bons et des mauvais points. C'est tout le contraire en fait qu'il faut faire. Il faut donner aux gens les armes pour qu'ils puissent se faire leur propre opinion. Sinon, vous êtes encore dans un argument d'autorité descendant qui ne correspond plus à la réalité des médias aujourd'hui. Donc, à mon sens, là, c'est un vrai travail. C'est beaucoup plus facile de donner des bonnes notes à des médias. Sauf que le problème, c'est que maintenant, les gens ne vous croiront plus. Donc, il y a un vrai travail de longue haleine pour donner aux gens la capacité à être autonome par rapport à ça. Enfin, pour moi, c'est mon humble avis. Oui, bon, moi je vais être assez bref quand même. Je fais partie des dinosaures, j'ai pas la télévision, je ne regarde pas les médias, les réseaux sociaux, tout ça. Donc je suis vraiment partie des dinosaures. Je lis du journal papier. Je suis surpris que vous, dans la carte d'Archimède que je connais depuis longtemps, on ne voit ni la Marseillaise, ni l'Humanité. J'avais autre chose à signaler, c'était qu'à la Libération, il y avait eu un décret, une loi, qui interdisait aux groupes industriels de posséder les moyens d'information. Si cette loi était encore active, le Figaro ne pourrait pas exister. Ouais. Bon, j'ai une dernière chose à dire en ce qui concerne la presse quotidienne régionale. Moi, j'habite dans une petite commune de la banlieue toulonnaise. Il y a un conseil municipal avec un maire qui est, bon, qu'est-ce qu'il est, sans étiquette, oui. Quand il y a un conseil municipal, le compte-rendu il est fait par Varmatin, pour ne citer que lui, Et Varmatin, il donne bien la parole au maire, mais les élus de l'opposition qui ont donné quelque chose, alors là, eux, on n'en parle pas. Ils sont coupés, comme s'ils n'existaient pas. Moi, ça m'ennuie un petit peu. Ça fait que, même sur Varmatin, qui est pourtant du papier, des fois j'ai des doutes.
Vous avez tout à fait raison. Un grand quotidien régional, régionaliste et généraliste se doit d'être le reflet de l'opinion de tout le monde, et qu'on soit de telle ou telle appartenance, de telle ou telle croyance, on doit se retrouver dans le journal et avoir l'information qui vous concerne, et donc c'est tout à fait anormal. Il y a la présidente de l'association des lecteurs qui est là, vous pourrez lui en faire part, mais vous avez tout à fait raison. C'est absolument pas normal, parce que le journal, il perd de sa crédibilité et vous ne l'achèterez plus, et le journaliste qui fait ça, bah, il se tue, quoi. Il se tire une balle dans le pied. Voilà. Pardon ? A-t-il le choix ? À ce niveau-là, oui, les élus de l'opposition ont peut-être moins de... Ils sont minoritaires, donc ils ont moins de place que les élus de la majorité, mais ils doivent avoir... leur parole doit être... leur opinion. Attention, il ne faut pas confondre non plus, parce que depuis le début du débat, on parle de liberté d'expression et de liberté d'opinion. Ce n'est pas du tout la même chose. Le droit d'informer, c'est la liberté d'expression, c'est la relation des faits. Et le droit de comprendre, c'est la liberté d'opinion, c'est leur commentaire, ce qui est différent. Donc, un grand quotidien régional se doit d'être le journal de tout le monde, et donc, c'est la liberté d'expression concernant. Mais bon, il ne doit pas s'engager politiquement, il ne doit pas être le reflet d'une pensée unique ou du... Voilà. Oui. Moi, je voulais dire une chose sur les fake news. Je pense que la question des fake news, c'est quelque chose de très compliqué. Je pense que les fake news, c'est un terme qui a été inventé, en fait, pour nourrir la langue du pouvoir. Traditionnellement, qui avait le pouvoir du récit ? Ceux qui avaient le pouvoir du récit, de nous raconter les choses, c'était les politiques et les journalistes. On a une crise de la parole politique, elle nous a tellement menti qu'effectivement, on ne la croit plus. On a une crise de la parole journalistique, les journalistes dominants. Je fais une différence, j'ai déjà dit tout à l'heure, entre ceux qui décident et les soutiers de l'information, qui n'ont pratiquement pas de pouvoir. En fait, ce n'est pas eux qui décident. Donc ce récit journalistique, ce récit des médiacrates, il est lui aussi en crise, on ne le croit plus. On le croit plus. Et au même moment, ou presque, on a effectivement le développement des réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, on a une parole libre, avec ses atouts, avec ses inconvénients. Effectivement, on y dit des horreurs, mais on y dit aussi des choses très intéressantes. Il y a une rue numérique, et c'est cette rue numérique, et ben, il y a la rue qui s'exprime. Donc le terme de fake news, en fait, c'est un terme qui a été inventé pour... c'est un terme de stigmatisation, c'est un syntagme, c'est une expression, c'est un outil dans la langue du pouvoir. Le pouvoir, en fait, revendique et veut récupérer ce monopole du récit, en alliance, en co-construction, en quelque sorte, avec le monde journalistique dominant. Nous dire que les fake news n'existent que dans les réseaux sociaux, c'est des balivernes. Je veux dire, les médias dominants sont extraordinairement menteurs, et leurs mensonges sont incontestablement plus graves que les mensonges qu'on peut trouver dans les réseaux sociaux. Le charnier de Timisoara, les armes de destruction massive en Irak, en France, récemment, je ne sais plus comment s'appelle, j'ai oublié son nom, mais cet assassin qu'on cherche en France depuis des années et des années, voilà, Dupont de Ligonnès, que les médias dominants, les médias effectivement, ont trouvé, ils ont tous publié, il y a 1 an et demi à peu près, ils l'avaient tous retrouvé en Écosse, etc., etc. Ils ont publié ça. Je veux dire, bon, voilà. Alors évidemment, on trouve aussi des horreurs dans les réseaux sociaux. Mais quelle est la fonction de ce terme de fake news ? D'ailleurs, l'origine linguistique, elle dit beaucoup de choses. Bon, voilà, pour moi, c'est la langue du pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mensonge, encore une fois. Mais
Voilà. La langue du pouvoir, c'est aussi populisme, c'est aussi démocratie libérale, c'est des tas de choses qui ont pour fonction, en quelque sorte, de nous tromper, de nous induire en erreur. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ce terme. Ce sera le mot de la fin. Non, c'est moi qui l'aurai, le mot de la fin. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça ne fait rien. Ce que je voulais dire, merci à tous d'abord, de ce côté et de ce côté. Et pour une première, on avait un objectif un peu ambitieux peut-être, parce que le droit à l'information, même si c'est un droit institutionnel, on voit bien que là, vous avez fait tout le tour. Tout existe, mais comment on n'a pas, ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est comment faire le tri. Comment faire le tri? Est-ce qu'on est formé à ça? Ce que vous avez dit souvent, et aussi chez les enseignants, c'est que c'est une éducation véritable. Il faut éduquer les gens et puis leur développer l'esprit critique et qu'ils soient capables parce que c'est bien beau de dire ça c'est pas bon, mais alors qu'est-ce qui est bon et sur quels critères? Ce que je voulais, pour parler un peu des différents médias, alors on a eu quand même un article, on remercie, ils ne sont pas présents, mais Varmatin nous a fait un petit article hier. La Marseillaise a fait un article aujourd'hui, je crois. Et donc ça a été annoncé aussi. Et vous êtes venus, bon, on a communiqué un peu avec les réseaux sociaux, nous aussi. Ça en appelle d'autres, on va rester sur ce sujet, on veut creuser ça. Ce qu'on prévoit, c'est un débat avec des spécialistes sur le financement. Et notamment Pierre Rimbert du monde diplomatique, voilà, qui a des idées là-dessus, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Et on essaiera de le mettre en confrontation avec d'autres théories pour le financement, en tous les cas, quand même. Parce que si c'est un droit à l'information, alors qu'est-ce que ça veut dire, un droit? C'est un droit institutionnel. Alors, comment on le fait respecter? Voilà, vous serez invités à discuter un peu avec nous. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Juste pour compléter, en fait, je reviens parce que j'ai la double casquette, donc les AMD, les Amis du monde diplo et le Club de la Presse. On a donc co-organisé cette opération, même s'ils n'ont pas fait grand-chose, mais ça leur tient aussi à cœur, ça tient aussi à cœur au Club de la Presse de prolonger ces débats sur la liberté de la presse, sur tout ce qui en découle, hein, l'éducation et la démocratie qui va derrière. 3 fois je dis démocratie, on finira par en parler. Ouais. Et puis on vous tiendra au courant à travers les mails, hein, si vous avez laissé vos coordonnées pour les différentes actions qui ne seront pas forcément brignolaises, plutôt toulonnaises. Enfin, on se déplace dans le Var assez régulièrement. On a eu la chance la directrice est là encore, c'est intéressant de lui dire, d'avoir une oreille attentive et une volonté de communiquer ici. Et ce qui avait été mis en avant aussi, c'est que nous sommes sur l'agglo de la Provence verte. Il y a 28 communes, 28 médiathèques certainement, et il y en a 16 ou 17. Non, en tous les cas, il y en a 16 ou 17 qui sont en réseau. Ça veut dire que ce qui est fait ici peut être transmis par ailleurs, à condition qu'il y ait la volonté de l'autre médiathèque. Mais en tous les cas, ça veut dire... Parce que le projet ambitieux qu'on avait au départ, c'était de faire une espèce d'exposition un peu autour du même thème et qu'elle soit itinérante, avec un diaporama ou quelque chose de facile à utiliser et même à utiliser sur place, sur des médiathèques. Et ça, c'est une idée qu'on va conserver. Voilà. Merci à vous. Merci, bonne soirée.